Bienvenue sur Santé Environnement, le podcast qui lie les mondes de la santé et de l'environnement. Réduire l'impact des soins est devenu une demande sociétale, un enjeu de positionnement, une question dont les réponses vont de la bonne gestion au changement de pratique et de guidelines. Cette réduction prend des formes très différentes d'une institution à l'autre. Après Sophie Meisser, responsable durabilité DHUG que nous avions reçu il y a 2 ans, après plusieurs médico-soignants DHUG impliqués dans le projet Choosing Greenly, nous avons la chance d'accueillir Isabelle de Ernesto Crespin, responsable de la transition écologique dans les soins DHUG et présidente du réseau roman des soins durables. Bonjour Isabelle. Bonjour. Alors, nous avions discuté avec Sophie Meisser du point de vue de la gouvernance et nous avions donc parlé avec les médico-soignants. Vous opérez à un niveau intermédiaire avec votre casquette de responsable de la TES. Pourriez-vous d'abord présenter ce service de la TES, donc la transition écologique dans les soins, et nous rappeler comment il est né? Alors, je ne sais pas si j'opère à un niveau intermédiaire, mais je suis certaine que je travaille bien au cœur des enjeux qui sont liés justement à la prise en charge des patients et des patientes dans l'accompagnement du changement des pratiques des professionnels de santé dans leur prise en charge vers des pratiques plus durables. Et le service, ou en tout cas qui n'est pas vraiment un service, mais en tout cas la démarche de la TES, elle est née d'une initiative de la direction des soins en collaboration avec la direction médicale, donc le top management des professionnels de santé, qui ont décidé d'engager les 9500 professionnels que nous sommes vers un changement de culture et de pratique plus durable pour le coup. D'accord, donc c'est peut-être que la partie durabilité institutionnelle et des soins sont juste des choses, un peu des entités plutôt séparées, en fait, c'est ça? En fait, la transition écologique dans les soins et la stratégie de durabilité, les 2 habitent ensemble obligatoirement. On a la chance d'avoir des experts des 2 environnements et puis c'est cette réunion de ces expertises qui peuvent donner lieu à un hôpital pionnier en la matière. Parce qu'on le rappelle, donc l'hôpital a eu récemment été le premier hôpital européen à avoir un prix, une certification qui était donc sur les hôpitaux verts. J'ai oublié le label, en tout Oui, cas, c'était le premier hôpital européen. exactement. Alors, en plus de ce qui nous avait été présenté par les participants notamment à Choosing Greenly, pouvez-vous nous donner des exemples d'actions concrètes mises en place au HUG qui ont permis de réduire significativement l'empreinte environnementale, que ce soit au niveau des déchets, de l'énergie ou des achats? Alors, vraiment, ce qui est important, avant de se demander un exemple très concret, il est important de se dire qu'on a des professionnels de santé qui sont référents et c'est eux qui portent justement ces actions concrètes. Et ces actions concrètes, elles sont caractérisées par des révisions d'une 40aine de protocoles de travail où on est allé réfléchir à des mesures plutôt correctrices liées aux enjeux environnementaux de notre façon de travailler. On a réuni tout ça dans ce qu'on appelle, nous, un catalogue, et c'est l'outil que l'on utilise pour soutenir un très joli projet que l'on a grâce au sponsor de la fondation privée, DHUG. Cet outil, c'est la labellisation des unités de soins en éco-unités. Donc, ils implémentent gentiment sur une base plutôt d'autonomie, de, de sens. On répond réellement au sens et aux besoins de l'unité, de la spécificité des patients qui sont pris en charge, et on décline ces changements de pratique. Donc ça, c'est un des exemples. Et puis le deuxième exemple très concret qui est important pour moi, c'est vraiment ce champ. Quand on parle de changement de culture, eh bien, on a eu la chance avec notre centre de formation et de compétences de créer des capsules de formation continue qui viennent traiter justement de ces enjeux de santé environnementale afin de permettre aux médico-soignants de comprendre réellement quels sont les leviers, quels sont les freins et surtout quelles sont les raisons pour lesquelles on doit changer. Mais, en effet, c'est très concret puisque là, vous êtes en train de vous adresser à 9500
professionnels de santé. Professionnels de santé avec des quotidiens aussi très différents, des impacts très différents. Donc là, vous mettez en place un processus pour les toucher toutes et tous à terme, c'est juste? Mais c'est ça en fait. La plus grosse difficulté, c'était d'avoir ce top management qui avait la vraie volonté d'impulser le changement. C'est ce qu'on disait avec la genèse de la transition écologique dans les soins. Mais derrière, comment vous arrivez à décliner cette volonté méta dans quelque chose d'extrêmement spécifique que sont les soins dans la médecine, hein. On est proche de l'excellence, de la spécificité, de la prise en charge individuelle des patients, et cetera. Bah, ça se décline dans les enjeux au sein des 10 départements médicaux et c'est primordial que les actions ou les pistes d'amélioration que l'on propose, elles soient suffisamment adaptées et adaptables à la spécificité. Alors ça, c'est l'une de vos nombreuses casquettes. Donc, vous en avez une autre actuellement. Alors, malheureusement pour nous, pour un temps limité, c'est que vous avez un mandat à la HEDS pour aider à la réduction de l'impact environnemental de l'école, notamment en ce qui concerne les travaux pratiques, qui consomment, on le rappelle, une quantité de matériel important. Quelles sont peut-être les similitudes et les différences avec les HUG, si ce n'est que, bon, nous sommes une école et votre institution d'origine est un hôpital. Alors les similitudes, ça va peut-être être au départ, les les enjeux. Comment on arrive à changer et comment on arrive à mettre en mouvement les collègues. Donc à l'HEDS, on part du constat qu'on a des ateliers pratiques, on consomme, du matériel et il y a des enjeux pédagogiques. Les enjeux pédagogiques sont essentiels pour former les futurs professionnels de santé et qu'ils soient directement, hem, mis en situation suffisamment proche du terrain pour quand ils vont devenir les vrais professionnels de santé de demain. Donc ça, les enseignants, ils ont à cœur de s'assurer d'apporter une excellence dans leur enseignement. Et la similitude, elle est avec les professionnels de santé où eux, ils veulent s'assurer que les soins soient de qualité et sécuritaires, proches de l'excellence. Et du coup, bah, la durabilité dans les 2 environnements dont on parle vient un tout petit peu bousculer tout ça en essayant de frotter des manières de faire au quotidien et comment dirais-je? On a toujours peur qu'elles viennent être un frein à cet accès à l'excellence dans notre raison d'être, de travailler, la raison de notre mission. Donc je dirais que ça, c'est la plus grande similitude et je pense qu'on peut la décliner à l'infini dans toutes les situations probablement de l'industrie et cetera. À partir du moment où vous avez la chance d'être face à des collaborateurs, des professionnels qui ont à cœur de faire très, très bien leur travail et la mission pour laquelle ils sont engagés. Alors qu'on voit de plus en plus que l'excellence métier ne se fait pas nécessairement contre ou au prix de l'environnement, mais de plus en plus avec justement ces changements de guidelines dont on parlait aussi en préambule. Donc, ce que veut dire l'excellence également est en train de changer, y compris dans ces différents métiers, dans ces différents univers. Clairement, mais c'est probablement ça l'apport des personnes qui arrivent à s'intéresser à tous ces enjeux de santé environnementale ou que sais-je, c'est de rassurer et de dire: «C'est OK, on ne va pas détériorer la qualité de notre travail, on va transformer pour justement être probablement plus qualitatif parce on prend en compte ces enjeux, environnementaux». On rappelle un petit pub sur le podcast qu'on avait fait avec Omar Kerat qui était venu de la Tour, qui nous rappelait que le Smarter Medicine, c'est pas l'excellence santé au prix, ça se fait à qualité des soins équivalente. Donc c'est fait Exactement. aussi bien ou mieux avec moins. Donc on va passer à une de vos, peut-être votre troisième et dernière casquette dans le cadre de ce podcast. Vous présidez actuellement le réseau des soins durables, le réseau roman des soins durables. Peut-être vous allez nous en dire un mot et peut-être comment favorise-t-il le partage? Parce que j'ai l'impression que c'est quand même dans son ADN d'expérience et la coordination entre les différents établissements qui sont inscrits de santé en Suisse romande.
Alors, comment il favorise? Probablement, on revient à la genèse. L'objectif, chaque institution avait pris la mesure il y a 2 ans, 2-3 ans, des enjeux environnementaux, de l'impact des systèmes de santé, etc. Et donc, chacun, de son côté, essayait d'implémenter, surtout au vu des données qui commençaient à apparaître dans le monde académique. Et chacun, en Romandie, essayait de faire au mieux et d'implémenter ses propres actions au sein de sa structure. Et ce qui, un jour, en échangeant avec les collègues du réseau hospitalier neuchâtelois, on s'est dit, mais finalement, à l'échelle d'une institution, les changements, ils seront importants, mais à l'échelle planétaire, il faut être ensemble et on doit aller vite. L'objectif, c'est souvent ce qu'on entend, c'est 2030. Donc, si tout le monde fait la même chose dans son coin, on ne va pas accélérer le process. Donc, on a décidé tous ensemble de pouvoir justement réunir nos forces, partager ce que l'on fait, éviter les redondances et puis ouvrir ça à au grand public, pas tout à fait, mais aux autres professionnels de santé pour qu'ils puissent s'inspirer de ce qui est fait et de ce qui est faisable probablement. Et donc, le réseau romand des soins durables sont 10 institutions, que ce sont des instituts de formation, des institutions de soins, l'université de Genève, c'est tous ensemble. On partage ce que l'on fait au sein de notre dispositif et puis on met à disposition une fois par année, à un moment, sous une forme de symposium, on choisit des thématiques où on peut essayer et on aimerait pouvoir contribuer justement à ces changements de culture et de pratique vers des soins durables. Alors, notamment par le biais de fiches d'éco-soins. Alors, Sont-elles en open source? Sont-elles disponibles ou pas encore? alors Ou est-ce que c'est dans un projet? exactement. Alors, pour les HUG, nous, on va mettre à disposition l'outil dont on parle, le fameux catalogue, donc ça, mais par exemple, chacun va garder son ADN. Si, le réseau, hospitalier neuchâtelois a plutôt un protocole sous la forme X ou Y, à disposition, ils vont le mettre ainsi. Les programmes de formation de la haute école, en Valais, et cetera. Donc chacun garde son identité et puis on pose tout ça sur une plateforme. La plateforme va être, accessible dès l'automne 2025 et comme toute association, on va avoir des enjeux quand même pour la faire vivre, même si c'est à coût constant. Eh bien, les professionnels pourront, accéder à la plateforme en s'inscrivant et puis un petit enjeu financier quand même. Petite publicité s'il y a Ouais, c'est ça. parmi celles et ceux qui nous écoutent des donateurs. Ah, des généreux donateurs, ça, ce serait extraordinaire et merci de me donner la possibilité de le dire. Le message est passé. Oui. Alors 2030, vous parliez de 2030, juste avant, un petit exercice de projection. À quoi pourrait ressembler la santé durable, on va dire? Je rebondis sur cette date de 2030, donc c'est déjà dans 5 ans, allez, scénario optimiste. Ah! Alors pour moi, la santé durable, c'est celle qui va qui va mettre en avant tout ce qui est en lien avec la prévention et la promotion de la santé. Clairement, l'enjeu, c'est de travailler sur le bien-être. Parce que c'est pas juste, parce que ça me fait plaisir et cetera ou parce que je veux retirer du travail à mes collègues, c'est pas du tout ça. Si vous travaillez sur le bien-être, la prévention, promotion de la santé, vous allez diminuer la consommation de soins. Qui dit la diminution de la consommation de soins, diminution de pression sur les systèmes qui produisent, on le sait tous, des impacts environnementaux majeurs, importants. Du coup, pour moi, l'idéal, ce serait aujourd'hui de tirer la sonnette d'alarme. On développe un soutien fort, tant de la sphère politique que de nous-mêmes, les professionnels de santé. On déploie quelque chose de très, très fort en lien de cette prévention, cette promotion, pour pouvoir avoir des effets le plus rapidement possible. On doit
augmenter l'espérance de vie en bonne santé des patients et des patientes, enfin en tout cas des citoyens, parce que la mission du professionnel de santé, c'est de prendre en charge la santé. Donc on doit vraiment, selon moi, si j'avais une baguette magique, on doit tendre vers ça. Il y a des très très jolis modèles dans les cultures plutôt asiatiques, que sais-je. Il y a des très très jolis modèles et je suis convaincue que dans un joli système comme celui de la Suisse, on pourrait faire quelque chose de très très bien. Démarche un petit peu plus holistique, ça veut dire aussi peut-être des dépenses un peu plus importantes en promotion de la santé que les 2 à 5 que nous avons dans la plupart des pays occidentaux. J'ai pas osé C'est le une course. dire. Donc, oui, mais c'est ça, holistique ou pas, mais c'est vraiment se baser sur tous ces déterminants de la santé. Qu'est-ce qui est la part de la responsabilité aussi de l'individu? Qu'est-ce qu'il fait pour pouvoir rester en bonne santé? Comment on encourage cette communication autour de cela? Et puis, on sait, hein, je crois que c'est quoi, entre 20 et 30% le système, enfin, les professionnels de santé, on a ce poids-là sur la bonne santé de l'individu. Bah, tout le reste, il y a le comportement, il y a l'environnement, etc. Donc ça, c'est primordial. On doit vraiment, je pense, mettre l'accent là-dessus. Et mon rêve serait justement qu'une santé durable dans 10 ans, ce soit une santé qui maintienne tout le monde en bonne santé. S'il y a des auditeurs, auditrices qui ont une baguette magique, merci de réaliser le rêve d'Isabelle. Isabelle, vous nous avez ramené un objet que je ne vois pour l'instant pas. Est-ce que vous pourriez rapidement le décrire à des auditeurs, auditrices qui ne le voient pas et nous expliquer pourquoi vous l'avez apporté? Alors l'objet que j'ai apporté, c'est le diplôme ou le prix de la transition écologique dans les soins lors de la journée de qualité et sécurité des soins en 2024. Et pourquoi j'ai apporté ce prix? C'est pas parce que j'avais juste envie d'étaler. Même s'il y a votre nom là-dessus, sauf Oui, erreur. alors moi je suis juste la représentatrice de toute la communauté de pratique, hein. Mais la seule chose que je veux dire, c'est par ce prix, il a été essentiel pour revenir et rebondir sur ce qu'on disait précédemment. Si la crainte des professionnels est de dire les enjeux environnementaux, la santé durable pourraient venir pallier à la qualité, à la sécurité des soins, bah, je trouve pour moi que ça, c'était la symbolique pour dire bah non, en fait, ça peut marcher et les deux vont ensemble. Et le deuxième point, quand j'ai pris mon poste en 2022, on s'est toujours dit on veut d'ici 2030 que l'on parle de qualité, sécurité et durabilité des soins. Et je trouve que là, bah, c'est chouette parce que c'était la première pierre à l'édifice de cet objectif qu'on s'est tous fixé. Donc voilà. Le prix de la transition écologique dans les soins 2024. Très bien. Merci Isabelle d'Ernesto Crespin. C'était Santé Environnement, le podcast qui lit pour vous le monde de la santé et de l'environnement.